If I speak, I am in big trouble. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super en ce mardi 20 janvier. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en ce début de semaine. Voilà, le week-end, j'espère qu'il s'est bien passé de votre côté. J'espère que le retour au bureau n'a pas été trop difficile cette semaine. C'est vrai qu'on est dans des périodes un peu compliquées avec le temps dehors, la grisaille, la nuit qui tombe tôt, le jour qui a du mal à se lever. Donc j'espère que la motivation est toujours là. Le mois de janvier est toujours compliqué, hein, le mois le plus déprimant de l'année d'après les études, si je dis pas de bêtises. Je suis pas expert en dépression, mais voilà, je crois que c'est ça. Donc j'espère que de votre côté ça se passe bien, que vous tenez le coup en attendant les beaux jours. Moi ça va super. Comme d'habitude, très content de vous retrouver pour débriefer cette nouvelle journée de Ligue 1. Première journée de la deuxième partie de saison avec aujourd'hui, petit upgrade, le micro. Je pense que ça fait une petite amélioration, ça doit pas être bien fou parce que c'est pas le meilleur micro de l'histoire, mais je pense que c'est mieux. Vous me direz. Je regarderai aussi le son pour essayer de le rendre le mieux possible, mais ça doit être mieux normalement, sinon j'enlèverai, mais j'espère que c'est mieux. Donc en tout cas, on est là pour débriefer cette 18e journée de Ligue 1, si je dis pas de bêtises, non, pas 18e, vu qu'il y a... Si, 18e journée de Ligue 1, peut-être 34, si c'est ça, si je dis pas de bêtises, phase aller, 17 matchs, phase retour, 17 matchs, 18e journée de Ligue 1, c'est ça. J'ai eu un petit bug, mais je crois que je suis juste là-dessus. Pas mal de belles affiches en plus, on a eu franchement un très beau week-end comme d'habitude. La Ligue 1 ne me déçoit jamais et ne vous déçoit jamais. Comme d'habitude, on se retrouve pour débriefer 5 matchs un peu plus en détail. Les autres, on les évoquera, mais voilà, on les passera un peu plus rapidement. Les matchs en question que j'avais envie d'aborder plus en profondeur, le Monaco-Lorient du vendredi soir, important, important pour les deux équipes. Le Paris-Lille qui a été dans la foulée le vendredi soir également, je crois. J'ai pas besoin de vous dire pourquoi c'est important, un Paris-Lille, hein, deux cadors de notre championnat. Le Toulouse-Nice pour différentes raisons tout aussi important. Strasbourg-Metz et le dernier match, Nantes-Paris FC à Nantes. Un match qu'il fallait gagner pour les deux équipes. Forcément, on ne peut pas avoir deux vainqueurs. Donc, il y en a une qui a été déçue et on en parlera en fin de vidéo d'ici quelques minutes. Je vous propose tout de suite de commencer. J'espère que vous êtes bien installés pour voilà ce petit débrief de notre Ligue 1. Et on commence dans l'ordre chronologique, tout comme d'habitude, hein, dans l'ordre, par le Monaco-Lorient, qui était le premier match du coup de cette 18e journée, qui se jouait à Monaco dans une ambiance. Alors si vous avez vu le match, vous l'avez entendu ou pas d'ailleurs, parce que déjà de base à Monaco, à Louis II, ambiance on va dire calme, et là c'était pire que ça. En fait, il n'y avait pas de supporters, je sais pas s'ils faisaient grève ou quoi que ce soit, mais il n'y avait aucune ambiance. Du coup, ça met une petite ambiance un peu chelou. Heureusement qu'il y avait 30 Lorientais qui avaient fait le déplacement pour mettre un petit peu d'ambiance. C'est eux qu'on entendait le plus. Mais bon, c'était une ambiance huis clos, Covid, mauvais souvenir. En vrai, si le club de Monaco pouvait payer des gens dans la ville, les recruter pour les ramener au stade, ça nous arrangerait tous. Les journalistes doivent se régaler, ils entendent tout en bord terrain. Mais en vrai, en tant que fan de foot, c'est un peu effrayant ce genre d'ambiance. Mais bon, on n'est pas là pour parler de l'ambiance à Louis II. De toute façon, on n'est pas surpris. On est là pour parler du match. Et c'était un match quand même assez important, dans un contexte quand même difficile pour l'AS Monaco. Avant ce match-là, c'est une équipe qui est quand même habituée normalement à jouer les premières positions du championnat. Et là, il restait sur 6 défaites sur les 7 derniers matchs. Enfin non, ça ne doit pas être 6 défaites, mais 6 matchs sans victoire sur les 7 derniers matchs en Ligue 1, avec seulement la victoire contre le Paris Saint-Germain, qui apparaît aujourd'hui encore plus comme une parenthèse dans une première partie de saison, et bientôt, on va dire, dans la saison terne, c'est peu dire. Bientôt, on va se rapprocher d'une saison pas catastrophique, parce qu'ils resteront dans tous les cas dans des places milieu de tableau,
première partie du classement. Mais quand même, t'es Monaco, t'as fait des recrutements assez importants, hein. Il y a eu du Ansu Fati, il y a eu du Paul Pogba, beaucoup d'annonces. Au final, tu te retrouves à jouer ta place pour te battre pour la Conference League et ils en sont décrochés. Bon, c'est compliqué. Il y a eu un changement d'entraîneur. On a commencé la saison avec Adi Hutter. Sébastien Pocognoli, il a vite été intronisé. Pas grand changement, donc ouais, c'est une première partie de saison compliquée. Il voulait rebondir contre ce match, avec ce match contre Lorient, mais il tombe sur une équipe de Lorient en forme, cohérente, plaisante à voir jouer en vrai. Si vous n'avez pas eu encore l'occasion de regarder Lorient jouer, parce que quand on voit un Lorient-Nantes, Lorient-Paris FC, Lorient-Le Havre, je ne sais pas si on allume sa télé le samedi soir, mais en vrai c'est une plutôt bonne équipe. J'ai échangé avec des supporters lorientais qui me trouvaient dithyrambiques envers eux, mais en vrai moi je les aime bien et souvent ils me donnent raison, Lorient, donc franchement satisfait de leur saison, plus que satisfait, même agréablement surpris. En plus, ça se passe bien dans le jeu, mais ça se passe bien aussi dans les résultats. Ils sont invaincus depuis 8 matchs, avec malgré tout des absences dues à la CAN, on en parlait la semaine dernière. Ça a continué de bien jouer, et donc très content de ce qui se passe pour Lorient cette saison. Au niveau des compositions d'équipe, du coup, il y avait des retours sur la CAN qui se termine. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse CAN, ou alors non, mais il aurait vraiment fallu faire une vidéo entière sur juste, même pas la finale, parce qu'en soi, pendant 90 minutes, il s'est pas passé grand-chose, mais sur les 5 dernières minutes de la finale, c'était un bazar. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Mais tout ça pour dire qu'il y avait eu des retours, notamment Montassar Talbi, pardon pour la prononciation, en défense centrale à Lorient, qui était de retour de la CAN. Sinon, assez classique, hein, du Bambadier grand pointe, qui est le joueur le plus en forme à Lorient. Pablo Pachis, toujours là, le fils Pagis. Laurent Abergel, Théo Lebris, du plus ou moins classique. Intronisation un peu plus fréquente de Noah Kadiou, qui a vraiment fait un bon match. J'ai trouvé, il a été rayonnant au milieu de terrain, alors qu'en face, c'est quand même, sur le papier, un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. En vrai, quand tu alignes Golovin, Tetze et Zakaria, sur le papier, c'est vraiment pas mal, et j'ai trouvé la paire Abergel-Kadiou vraiment à leur... comment on dit ça? J'ai plus l'expression. À leur avantage. Voilà, c'est ça que je voulais dire. À leur avantage face à un trio quand même assez impressionnant sur le papier, beaucoup moins dans les faits. Pour le coup, Monaco, Pocognoli, il s'est pas pris la tête. C'est un peu toujours la même équipe, avec du Golovin, du Akliouche, du Biret et du Balogun devant. Il y avait quand même la titularisation de Woodfess, qui est la nouvelle recrue de l'AS Monaco. Ils avaient un besoin en défense centrale, ils ont pris Woodfess. Pourquoi pas, en vrai, à voir. Bon, ça n'a pas payé sur ce match-là, parce qu'ils prennent quand même 3 buts. Mais la défense d'ailleurs, Fess, pourquoi pas. À voir sur le plus long terme. Et en vrai, si on parle un peu plus du match, la première mi-temps, elle a été assez équilibrée, j'ai trouvé. Un peu trop, sûrement, parce que quand tu es Monaco, que tu as besoin de te relancer, que tu joues à domicile et que tu joues Lorient, est-ce que ça doit être équilibré à ce point? Je suis vraiment pas sûr. En tant que... Enfin, si j'étais supporter de Monaco, plutôt, j'aurais été plutôt déçu de cette première mi-temps, en vrai. Surtout, comme je l'ai dit, avec le rayonnement du duo Abergel-Kadiou. Sur le papier, ton milieu de terrain, il se fait pas manger par Laurent Abergel et Noah Kadiou. Pardon de m'énerver, mais voilà. Mais c'est le cas, malheureusement. Première mi-temps assez équilibrée. Très peu de Akliouche, très peu de Balogun, un Biret Biquette. Donc ça allait pas trop. De l'autre côté Lorient, ça va très bien. Le milieu de terrain, j'en ai parlé. Pablo Pagis, monsieur. Très, très bon joueur, on n'en doutait pas. On est de plus en plus, pas rassuré, mais on constate de plus en plus son talent, Pablo Pagis. En vérité, c'est un sacré joueur. J'adore, moi, les joueurs comme ça, pas forcément rapides, très techniques,
capable avec une grosse frappe de balle, donc très plaisant. En deuxième mi-temps, pour le coup, on peut pas dire le contraire, mieux côté Monaco, qui a un peu plus pris le jeu à leur compte. En vrai, ils ont les statistiques à leur avantage en termes de possession, même si c'est pas énorme, elle est pour eux. Mais en première mi-temps, ça se sentait pas. En deuxième mi-temps, un peu plus. Et en vrai, c'est surtout grâce à l'impact de Marnès Akliouche, qui est, selon moi, le joueur à Monaco qu'on doit voir si Monaco veut faire un bon match. En fait, je pense, il y a une autre équipe qui est comme ça, j'en parlerai un peu plus tard, c'est le Paris FC, c'est que Monaco est Akliouche dépendant. Je dis les termes, c'est-à-dire que Akliouche, en ce moment, dans une phase un peu plus compliquée de sa carrière, je trouve, en vérité, par rapport à son talent, son rendement offensif, il n'est pas satisfaisant, je trouve. Et donc ça pénalise Monaco fortement parce que c'est lui qui a les clés de l'attaque. J'aime bien Golovin, j'aime bien Balogun, mais si Akliouche ne va pas, personne va. Donc, et on l'a plus vu en deuxième mi-temps et ça s'est senti. Ça a plus mis Balogun dans les meilleures dispositions et ils ont appris à combiner. Je suis toujours pas satisfait de la doublette Balogun-Biret, mais ça, je vais pas me répéter. Malheureusement ou heureusement pour Lorient, Monaco va finir par craquer. Ils vont prendre un but de l'incontournable Bamba Dieng, qui est le meilleur joueur de Lorient sur ses derniers matchs. Pleine forme, Bamba Dieng qui revient à son prime, ça fait plaisir. Et quand même défense apathique côté Monaco. Ils vont quand même réussir à revenir avec sur le premier ballon de Fati qui rentre en jeu, but. Donc espoir. Et au final, ils vont finir par craquer avec le but de Lorient, de Makengo, qui joue un peu de chance parce que la frappe, elle est déviée. Et du coup, ça trompe Kuhn. Je ne sais pas bien la prononciation. Mais voilà, Lorient a quand même fait un bon match et mérite cette victoire. Cette victoire qui va être scellée par l'incontournable Derman Karim. J'en ai parlé en début de saison, j'en ai parlé à la vidéo précédente ou celle d'avant. Derman Karim, on est dans le train. Là, il met un but, il fait une rentrée Derman Karim. Je suis trop content. Je suis content d'en avoir parlé avant qu'il explose parce que je suis sûr qu'il va exploser. Il me fait penser à... comment il s'appelle le joueur Lorientais qui est parti, le jeune Lorientais. Ah, j'ai plus son nom, c'est bête. Ouais, j'ai plus son nom, peut-être que ça me reviendra. Mais Lorient est capable de donner sa chance à Eli Kroupi Junior. Je l'ai. À ce genre de joueur jeune, Eli Kroupi qui est parti ensuite en première ligue et qui explose en première ligue. Je crois que c'est à Bournemouth, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais voilà, Derman Karim explosif. Et il est venu entrer, marquer son but, très content. Tout ça pour dire que Monaco, ça va mal. 9e, 23 points. Pire série de défaites de leur histoire. Crise. Ambiance morbide. Il n'y a rien qui va falloir rapidement se relancer pour Monaco en vrai. Parce que là, déjà, pour aller jouer l'Europe, bon courage, bon chance, comme on dit Monaco. En vérité, j'ai l'impression qu'ils sont déjà un petit peu en dehors de la course de l'Europe et ouais, c'est ça, ils sont à 4 points de Strasbourg qui sont eux aussi en dehors de la course de l'Europe, donc ça va être compliqué. De son côté, Lorient, 12e, 22 points, à 1 point de Monaco, tout va bien. Dans le meilleur des mondes pour les Merlus. On leur souhaite de continuer ainsi, mais je pense qu'ils ont les qualités et honnêtement, ouais, très satisfait du début de la première partie de saison de Lorient, au contraire de Monaco qui galère. Le deuxième match de la soirée, c'était le match au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et Lille. J'ai pas besoin de vous donner le contexte pour le Paris Saint-Germain. Faut quand même rappeler qu'ils restaient sur cette défaite face au Paris FC dans le derby en Coupe de France, alors qu'ils avaient battu 3 jours plus tôt en Ligue 1. Donc en plus dans une performance un peu nauséabonde, maussade. Pas vraiment un Paris Saint-Germain incisif, tranchant comme on a pu le voir la saison précédente ou sur d'autres matchs cette saison. Donc ils avaient à cœur de bien se relancer face à une équipe de Lille qui a mal commencé 2026 avec 2 défaites en vérité. Cette défaite en Coupe de France contre Lyon et celle contre Rennes en Ligue 1 où ils ont été réduits à 10 contre 11 assez rapidement. Donc Lille voulait
arrêter cette mini-série de deux défaites et se relancer contre un gros du championnat, le Paris Saint-Germain. À l'extérieur, mission, je vous le spoil, mission quasi impossible. Surtout quand il tombe sur ce Paris Saint-Germain-là, qui moi m'a bluffé. Est-ce que bluffé est le terme? Je sais pas, parce qu'ils nous ont déjà montré qu'ils étaient capables de jouer à ce niveau de jeu-là, avec ces joueurs-là. Mais ouais, un Paris Saint-Germain, des grands soirs face à Lille. Le début de match aurait pu laisser penser que ça allait être un match équilibré, en vérité, parce qu'il y a eu, pendant 20-25 minutes, l'intensité, elle était niveau Ligue des Champions. Voilà, j'ai pas peur de le dire. De toute façon, c'est simple. Paris, c'est une équipe Ligue des Champions, champion en titre, il n'y a pas de souci. Lille, c'est border Ligue des Champions. Allez, je les mets en Europa League, là où ils sont cette saison, je pense que c'est leur niveau. Mais ils sont capables, je trouve, d'élever leur niveau de jeu à ce niveau-là quand l'adversaire le demande. Et pendant 25 minutes, on a vraiment assisté à un match accroché, avec des courses dans tous les sens. Il y a quand même eu plusieurs faits de jeu rapidement. C'est Lille qui s'est procuré la première occasion sur cette ouverture vers Ethan Mbappé. Il a pris tout le monde de vitesse, le minot. Le frère Mbappé, attention, c'est un vrai joueur. Il s'est un peu comment on dit ça, pas enterré, mais vous m'avez compris. On l'a moins vu en deuxième mi-temps contre Paris, son club formateur, il faut le rappeler. Mais en première, justement dans les 20-25 premières minutes, on ne voyait que lui. Un TGV, le gamin. Il court à 10 000. Les gènes de Wilfried, Mbappé, son papa. Quand tu vois Kylian, quand tu vois Ethan, ça cavale dans la famille. C'est du sérieux. Et du coup, là, sur ce long ballon en profondeur, un peu comme ils avaient fait contre Marseille, avec cette passe de Nabil Bentaleb vers Mbappé en profondeur, qui conclut, puisque la sortie de Roulier était catastrophique. Là, Mbappé, il prend de vitesse Pacho qui revient. Ça revient dans les pieds de Giroud, qui tend un lob sur Chevalier. Ça finit sur la barre. Ça revient dans les pieds de Mbappé. Et Mbappé qui finit par tirer sur Chevalier. Donc, énorme occasion de Lille dans le début de match. Et ça va rapidement tourner en faveur de Paris, qui va mettre le premier but avec son joyau, Ousmane Dembélé. En vrai, létal, Ousmane Dembélé dans ce match-là. Son premier but, il est splendide. Et je parle pas de son second but, je pense que c'est l'un des plus beaux buts que j'ai vu en direct en Ligue 1. Le but est juste sublime, mais il arrive, il fait crochet sur crochet dans la surface, il finit par un piqué, mais le mec il est à 10-15 mètres du but, il envoie un piqué des enfers sur Berké Ozer qui peut rien faire, qui est obligé de constater le ballon d'or, retrouver son niveau de jeu. Et en vrai, plus globalement, la domination de Paris dans ce match-là, elle est réelle. J'ai parlé un peu des 25 premières minutes où c'était accroché parce que Lille, en vrai, je les ai trouvés bons en vérité. Ils sont juste tombés face à plus fort parce que là où je les ai bien aimés, c'est qu'ils ont été pressés très haut par Paris, comme d'habitude. On connaît la doctrine Enrique, aller presser haut avec des courses rapides à la perte, contre-pressing rapide à la perte. Et je trouvais que Lille s'en est plutôt bien sorti du pressing. J'ai des images de Thiago Santos qui ressort balle au pied de belle manière. Bon match de Thiago Santos qui revient bien après sa longue absence. Mais ils sont tombés sur un ogre parisien, que dis-je. Après les 25 premières minutes où ça jouait bien, au fur et à mesure, Paris, ils ont commencé à prendre la mesure du match, la mesure de leur adversaire. Et ils sont vraiment rentrés de nouveau dans cet état de rouleau compresseur, comme on les a connus la saison dernière, où ils gagnent tous leurs titres et qui vont être sacrés champions d'Europe en fin de saison. Je trouve, à titre personnel, que c'est le match où ils ont été le plus proches, voire au niveau de ce qu'ils nous ont montré la saison dernière, en fin de saison. Pour moi, c'est le match de Dembélé le plus proche de celui de ces matchs en fin de saison dernière. Et plus globalement, c'est le match le plus proche du Paris Saint-Germain par rapport à ceux qui faisaient la saison dernière. C'est leur match référence cette saison pour moi. Et donc Lille, on a clairement fait les frais. Hein. Le premier but de Dembélé, il arrive tôt. Le deuxième but de Dembélé en deuxième mi-temps et le troisième qui arrive en fin de match.
Ils perdent 3-0 Lille, mais en vrai, ils pouvaient rien faire. Ils ont essayé de réagir après le deuxième but de Dembélé, mais c'était compliqué. Grosse défense, le milieu de terrain avec Vitinha, Fabian Ruiz, c'est très très compliqué de leur poser des problèmes. Et l'attaque Kvaratskhelia, Dembélé, Doué, ouais, là ça va sans dire. Ça va sans dire. C'est quand surtout Dembélé est à ce niveau-là, c'est très compliqué d'aller les chercher. Donc défaite plus que logique de Lille, qui chute à la 5e place. Ils perdent une place, ils se font dépasser par Lyon, qui s'est imposé sur sa pelouse face à Brest. Donc Lyon qui repasse devant Lille sur cette journée. Et en vrai, double coup dur pour Lille, qui en plus perd Igaman en finale de la CAN. Le penalty raté de Brahim Diaz, qui par effet boule de neige fait que Hamza Igaman rentre dans les prolongations et se fait les ligaments croisés. C'est l'effet boule de neige du siècle. Le pauvre Hamza Igaman, le pauvre, franchement dur. Bon rétablissement à lui, mais du coup double peine pour le LOSC, qui perd contre le Paris Saint-Germain, qui chute à la 5e place et qui perd son attaquant marocain. De son côté, Paris qui du coup a mis la pression sur Lens. Lens qui s'est imposé derrière face à Auxerre. Donc ils ont récupéré leur première place. Et Paris qui reste à un point de Lens. Ça va peut-être nous amener jusqu'à la fin de saison, cette histoire, cette guerre entre les deux. On l'espère en tout cas. Mais ouais, Lens, ils subissent pas la pression de Paris. Mais si Paris continue à évoluer avec un niveau de jeu, avec le niveau de jeu qu'ils nous ont montré face à Lille, ça risque d'être compliqué pour les nordistes. Mais on verra, pourquoi pas. On sait qu'ils sont capables aussi de passer à travers certains matchs. Une équipe qui est aussi capable de passer à travers certains matchs, la transition était toute faite, c'est l'OGC Nice. Le club en crise, clairement. Celui qui est le plus en difficulté sur cette deuxième partie de première partie de saison. Nice qui affrontait Toulouse à l'extérieur ce week-end. Et évidemment, la dynamique est totalement différente pour les deux équipes. Côté Toulouse, c'est une équipe qui est assez mid, hein, on en avait parlé. Il y a encore cet objectif d'Europe, je pense, dans les têtes des joueurs, tout du moins. Mais ils sont l'air calibrés pour cette 8e place, malheureusement. Pourquoi pas un parcours en Coupe de France, ça pourrait leur donner une place en Europe. Mais en vrai, ils proposent quand même du beau jeu. Ça reste court pour aller chercher une place européenne, je pense. Mais c'est pas mal. Il leur manque clairement de régularité. Mais ça reste une bonne équipe avec des bons joueurs. Par contre, Nice, ça allait pas du tout. On avait parlé de la série de défaites qui a été arrêtée avec cette victoire en Coupe de France face à Saint-Etienne, en Ligue 1 avec ce match nul face à Strasbourg. Mais ça n'a pas suffi pour maintenir Francaise à la tête de l'OGC Nice, remplacé par Claude Puel, qui du coup a décidé de faire certains choix dans ce match face à Nice. Je pense qu'il avait envie de donner une nouvelle dynamique à son équipe, hein, et ça se comprend très bien. Du coup, il y a cette titularisation d'Eli Wahi, qui est une recrue assez importante à la pointe de l'attaque. Isaac Jansson sur le côté, le Suédois, Isaac Jansson, si je dis pas de bêtises, je vais vérifier ça, j'ai un petit doute maintenant que je le dis, ouais c'est ça, footballeur suédois, qui a fait une première partie de saison où il a quasiment pas joué. Là il est titularisé. On a vu aussi du Thiago Gouveia pour les recrues. Tom Louchet, titularisé aussi, c'est un joueur dans le marasme de ce qui se passe à Nice. Tom Louchet, je suis avec toi mon gars, tu es meilleur que les autres, j'ai confiance en lui. Sinon c'est du classique, Jonathan Klaus, Melvin Barr sur les côtés, Morgan Sanson, Tanguy Ndombele, Everton quand même la recrue titularisée. Donc voilà, c'est nouvel esprit recherché par Claude Puel. Pour le coup, côté Toulouse, on reste sur des bases classiques, hein, je vous l'ai dit, ça joue plutôt bien, donc il n'y a pas de raison de changer. Le seul changement, c'est la titularisation de Santiago Hidalgo à la pointe de l'attaque, avec la suspension de Emerson pour le carton rouge qu'il avait pris il y a 2 semaines. Donc c'est la seule
Sinon, il y a la titularisation de Pape Diop, mais peu de changements côté Toulouse. Et ça va plutôt payer pour Toulouse. Qui l'eût cru, Nice a encore perdu. Ils vont prendre un but assez rapidement. C'est un peu symptomatique des équipes qui sont pas en confiance, pas en forme. Ils encaissent un but de Santiago Hidalgo, l'homme qui marquait toutes les 80 minutes, l'Argentin le plus prolifique en ce moment. Santiago Hidalgo qui répond présent une nouvelle fois, et Nice qui va très mal entamer le match, comme à son habitude en vrai, des entames de match de Nice ratés. Cette saison, je pense que c'est pas si difficile à trouver. En vérité, la première mi-temps, elle est quand même assez équilibrée, je trouve. Je suis pas là pour être gentil avec Nice ou quoi, mais je trouve que ça va. Il propose des choses. Tom Louchet, comme je l'ai dit, bon joueur. Morgan Sanson, c'est pas mal. Jansson, c'est très compliqué, ça va pas du tout, mais voilà, il y a quand même de la qualité. Même si clairement, on va pas se mentir, les occasions, elles sont plus toulousaines dans ce match-là, et ils vont finir par craquer en toute fin de première période avec une défense qui est apathique une nouvelle fois. On en parle tous les week-ends avec Nice, mais la défense, je sais pas s'ils ont envie de jouer en fait, les défenseurs. C'est quoi ce délire, les mecs, vous êtes derrière, faut défendre les Jumaba, là il y avait une titularisation de Mansunga, c'est pas mieux, ça va pas du tout. Faut trouver d'autres joueurs, je sais pas, prenez-moi des jeunes, des mecs qui ont la dalle, parce que ça va pas, il y a rien. Ils sont double. Là, les deux buts qu'ils prennent en première mi-temps, c'est les mêmes buts des centres en retrait. Franck Magri, c'est le seul attaquant dans la surface. Comment tu le marques pas, sérieusement? On va pas me dire que c'est un problème de qualité des joueurs. On leur a appris à l'école de foot à marquer les joueurs dans la surface sur un centre. Bah là, à chaque fois, ils sont tout seuls. Enfin, je n'ai pas envie de m'énerver plus que ça. Pour Nice, ça doit être assez compliqué pour les supporters. En deuxième mi-temps, ils vont quand même mieux réussir leur entame, avec un but de Eli Wahi qui profite de l'erreur de Sidibé pour réduire l'écart. Mais ça va être un espoir de courte durée. En vrai, ils vont enchaîner. Ils vont encaisser 10 minutes plus tard le but de... Qui marque le troisième but déjà? C'est le doublé de Hidalgo. Et ensuite, Caceres sur une erreur de Ali Abdi. Enfin, il y a beaucoup d'erreurs. Dupé qui fait la faute de main sur le but de Hidalgo. Enfin, ouais, il y a beaucoup de choses à régler côté Nice, et ça se règle une nouvelle fois par une défaite, 5-1 en plus cette fois-ci. Donc, en fait, chaque semaine avec Nice, on se dit non, mais là, ils sont au plus bas, ils peuvent que remonter. Non, tu prends 5-1 à l'extérieur face à Toulouse. Top. T'as des news qui tombent, tes joueurs, tu veux résilier leur contrat, t'arrives pas, tu vas les envoyer en prêt, les mecs ont pas envie de jouer. T'as l'impression que Eli Wahi, tu l'as recruté, c'est bien, mais pour quoi faire? Il y a pas grand chose qui va. Là, ça y est, hein, la mission maintien, elle est engagée. Hein. T'as engagé Claude Puel, le mec, il est là pour te maintenir. Hein. Je sais pas, il y a rien d'autre à jouer. Les joueurs, le problème, c'est qu'ils n'ont pas la mentalité maintien. Va dire à Tanguy Ndombele, qui a signé pour le Soleil, qui doit jouer le maintien et qui doit se battre pour le maillot. Je suis vache, Ndombele, c'est pas le pire de l'équipe, mais vous m'avez compris, quoi. Ça va être compliqué de se battre pour Nice, mais il va falloir, parce qu'en vrai, en termes de points, là, ça devient chaud. Ils sont 15e, mais ils sont qu'à 4 points de Nantes, barragiste. Faut y aller, les mecs. Hein. Là, il n'y a plus. Heureusement qu'ils avaient pris un petit matelas en début de saison, parce que là, il n'y a plus rien, plus de points. Ils prennent 0 points. Toulouse, qui du coup reste sur sa bonne série, 8e, à 5 points de Rennes, qui est le premier européen. Ça va être chaud, mais ils peuvent encore y croire, espérer, s'ils trouvent plus de régularité, quoi. C'est ça qui leur manque pour le moment. Un peu le même problème que Strasbourg au final. Strasbourg qui affrontait Metz dans le derby de l'Alsace, du coup. Non, Metz, c'est pas en Alsace. Alsace-Moselle. Bon, dans le derby de l'Est, on va dire. Je sais pas le département de... Bah non, c'est pas en Alsace, l'Alsace. Derby de l'Est entre Strasbourg et Metz. Deux équipes qui avaient besoin de points pour le coup.
Strasbourg, la fin d'année 2025, ça a été chaud. On en parlait dans la vidéo précédente. Une équipe beaucoup de jeunes qui a du mal à réagir quand ça va mal. En plus, là, il y a changement d'entraîneur avec pardon, Liam Rossenior qui a été envoyé du côté de Chelsea. Enfin, c'est pas envoyé vu que c'est Chelsea qui l'a récupéré. Vous avez compris, le grand groupe avec Chelsea le grand frère et Strasbourg le petit ref. Donc, ouais, le changement de coach alors que c'est pas toi qui décide. Enfin, ça doit être un peu dur pour les supporters de Strasbourg. Et les joueurs avaient besoin de leur redonner le sourire avec une victoire. Pareil pour Metz, bon là ils avaient clairement besoin des 3 points. C'est la lanterne rouge de notre championnat, Metz. En vrai, en motif d'espoir à Metz, c'est on va être bon la saison prochaine et on va remonter en Ligue 1. Moi je pense qu'ils en sont là. À part les 3 matchs où ils avaient gagné 3 matchs d'affilée là en fin octobre, début novembre, c'était. Y a rien à Metz, désolé, c'est très compliqué. Donc ça a créé un match déséquilibré avec une équipe de Strasbourg qui voulait prendre les 3 points et qui avait les qualités pour, et une équipe de Metz qui voulait prendre les 3 points mais qui n'avait pas les qualités pour. En vrai, le match il était déséquilibré d'entrée. Le but de Moreira, en plus, il te met un petit peu la tête dans les chaussettes pour les Messins, on va pas se mentir. Souvent, c'est un syndrome des équipes qui vont mal, hein, de rater leur entame. J'en parlais avec Nice qui a encaissé d'entrée. C'est un peu pareil pour Metz, en vérité. Ils prennent ce but de Moreira après quoi, 10 minutes, 15 minutes. Donc, ouais, ça les remet face à leurs vieux démons, j'ai envie de dire, d'encaisser rapidement. Heureusement pour eux, en vrai, qu'ils n'ont pas trop de problèmes d'efficacité, Metz. C'est-à-dire qu'ils arrivent plutôt bien à convertir les fois où ils vont dans la partie de terrain adverse, je trouve. Évidemment, c'est pas l'équipe la plus efficace du championnat parce que il y a quand même un manque de talent certain, sans vouloir leur manquer de respect, mais on peut décrypter la compo qu'ils alignent face à Strasbourg. C'est chaud, c'est un effectif de Ligue 1. Une attaque Malik Mbaye, Sadibou Sané, Titaishvili, c'est des joueurs qui n'ont rien montré. Des joueurs, enfin, pas rien montré sur ce match-là ou rien montré cette saison, mais ils n'ont pas de référence en Ligue 1, c'est ça que je veux dire. Gauthier, à la limite, il a un peu plus de bagou, de bouteille, mais sinon, c'est très compliqué. La défense Ibou Sané, Terry Egbe, bonjour. Mais bref, du coup, compliqué pour Metz, qui a un manque clairement de qualité, même si en vrai, leur jeune Malik Mbaye, Sadibou Sané, c'est pas horrible, hein. Moi, je maintiens. Mais bon, c'est pas horrible pour la Ligue 2, je pense. En Ligue 1, c'est juste, et il y aura le temps de les développer. Mais je disais, ils sont assez efficaces, heureusement, parce qu'en vrai, sur quasiment le seul moment où ils arrivent à aller dans la surface adverse, ils vont réussir à provoquer un penalty. Donc ils vont réussir à réagir 10 minutes après le but de Moreira avec le penalty de Gauthier. Mais bon, à part ça, il y a peu de motifs de satisfaction dans ce match côté Metz, on va pas se mentir. Si on se met les stats sous les yeux, il y a 2 tirs cadrés. Bon, ils ont la possession 51%, mais pourquoi faire au final? Ouais, il y a peu d'espoir côté Metz, et on leur avait souhaité dans les cadeaux de Noël de leur envoyer un ascenseur tout neuf. Je pense qu'il est temps de l'acheter, l'ascenseur là, il est temps de se projeter déjà vers la Ligue 2, mais en vrai, je dis ça, mais il y a encore la place, parce que Nantes, 16e, ils sont qu'à 2 points, donc en vrai, pourquoi pas, mais dans ce match-là, face à Strasbourg, j'ai clairement senti un énorme écart entre une équipe de Ligue 1 confirmée et Metz. Un milieu de terrain, Enciso Barco, qui a vraiment fait des dégâts au milieu de terrain messin, donc ça a été très compliqué. Même s'ils ont réussi à réduire le score, Strasbourg a continué de développer son jeu, de combiner comme ils savent le faire, de s'amuser sur le terrain. En vrai, Strasbourg, c'est ça, ils s'amusent sur le terrain. C'est des jeunes qui aiment jouer au foot, qui parfois aiment un peu trop, qui croquent un peu, je trouve, mais quand ils tombent face à des équipes comme Metz, ça facilite un peu le travail, et au final, ils vont quand même finir par craquer.
comme je l'ai dit avec le deuxième but en fin de première mi-temps, et ils vont gérer cette deuxième mi-temps pour s'offrir un succès logique à domicile, qui les relance plutôt pas mal en Ligue 1. En vérité, ils sont 7e, ils sont à 4 points de Rennes, eux aussi premiers européens, donc il reste du chemin à faire, mais s'ils retrouvent une dynamique avec en plus un nouvel entraîneur qui clairement peut apporter des choses au Nail. J'attends de voir pour le juger, c'est un entraîneur que je connaissais pas, mais bon, pourquoi pas, on va lui laisser du temps, avec des joueurs comme Enciso, comme Barco, comme Panicelli. T'as quand même l'effectif pour jouer l'Europe, donc, et d'ailleurs ils le montrent en Conference League, ils sont premiers de la, c'est plus de leur poule, mais de la du classement. Donc on va voir leur parcours qu'ils vont pouvoir faire en Conference League, mais voilà, je pense qu'ils ont les qualités pour aller jouer une compétition européenne. Par contre, ouais, Metz dernier, 12 points, bah, il y a encore la place d'aller se maintenir, hein, mais ça va être chaud. Le dernier match dont j'avais envie de parler, c'est le match entre Nantes et le Paris FC, match important, essentiel, surtout pour le maintien, en vrai, on va pas se mentir. Nantes, on s'attendait à ce qu'ils jouent le maintien. Paris FC un peu moins, en vrai, vu les dépenses qu'ils avaient fait cet été, avec des recrues comme Rebels, comme Iconé, comme Crasso. Maxi Lopez, il n'est pas arrivé cet été, je crois. Il était là avant. J'ai des doutes, mais il y avait quand même pas mal de joueurs comme ça qui sont arrivés avec des intentions claires de la part de la direction de se donner les moyens de leurs ambitions. Et en vrai, ils ont un peu chuté en fin d'année 2025. On en parlait dans la vidéo précédente. Les résultats ne suivaient plus du tout. Il y a eu cette relance avec le match gagné contre le Paris Saint-Germain. Et ils avaient envie de se relancer en Ligue 1 aussi, avec, il faut le dire, un retour important. Je parlais de la dépendance de Monaco envers les performances de Akliouche. C'est rien comparé à la dépendance du Paris FC face aux performances de Ilan Kebal. Ce mec porte l'équipe à lui tout seul. Alors il affrontait une équipe qui était aussi portée par un gars, Mathis Sabline, sauf que le pauvre Mathis Sabline, il est vraiment tout seul. Ilan Kebal, ça va, il a des mecs à ses côtés. L'équipe, elle n'est pas non plus transcendante, en vrai. Ils ont du mal à trouver une alchimie. Mais si on regarde les compos, il y a quand même du Maxi Lopez, il y a du Alima Migori, qui est un joueur que j'aime beaucoup, un petit peu. Il y a ce petit truc poulet sans tête, Alima Migori quand même. C'est-à-dire que bonne percussion, vitesse, mais dernier geste compliqué. Mais de toute façon, Nantes, il rêverait d'avoir l'effectif du Paris FC. Hein. Nantes rêverait d'avoir un attaquant comme Crasso, à côté de Mathis Sabline, un milieu de terrain comme Maxi Lopez, des latéraux comme Amari Traoré ou Noah Sangui. Donc, ouais, les latéraux de Nantes, avec tout le respect que j'ai pour eux, Kelvin Amian, Nicolas Kozza, ça n'est plus possible en Ligue 1. Et d'ailleurs, ça n'est pas possible en Ligue 1, on le voit chaque week-end. Mais tout ça pour dire que Nantes, c'est compliqué. Ils ont essayé de recruter avec du Rémi Kabila, du Ibrahima Sissoko, du Dever Machado, pour rapporter un petit peu plus d'expérience et de qualité. C'est pas encore ça en Nantes. En vrai, la performance contre le Paris FC, l'écart il est assez important. Surtout le Paris FC avec Ilan Kebal, comme je l'ai dit, c'est une toute autre équipe. Et en vrai, il l'a montré dans les 15 premières minutes. Ilan Kebal, il a pris le ballon, il est allé marquer tout seul comme un grand, et il fait un match assez fou. Ilan Kebal, en vrai, c'est mon joueur du week-end. Ilan Kebal, j'aurais pu dire Ousmane Dembélé parce que c'est la performance la plus proche de ce qu'on a vu en tant que ballon d'or pour Ousmane Dembélé, mais j'ai vraiment été impressionné par celle d'Ilan Kebal, qui est vraiment métronome partout et qui dirige l'attaque du Paris FC. Donc c'est lui mon joueur de la semaine. Il faudrait que je fasse un tableau avec tous mes joueurs de la semaine, et après j'octroie les Footixori Awards à la fin de la saison. Je ferai ça dès la saison prochaine, idée que je me note. Mais voilà, c'est pour lui. Nantes a quand même réussi à réagir. Heureusement, ils ont Mathis Sabline dans l'effectif. Bah, de toute façon, il ne serait pas en Ligue 1 s'il ne l'avait pas. Mais le pauvre, je me dis, Mathis Sabline,
il y a une action, je ne sais pas si vous avez regardé le match, mais si vous ne l'avez pas vu, allez vous mater cette action-là. Mathis Sablin, il prend le ballon au milieu de terrain, il dribble 3 joueurs, il déborde sur le côté, il centre en retrait. Je crois que c'est pour Le Penant, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Il centre en retrait et le mec envoie une frappe de mouche. Et tu te dis, Ablin, le mec qui fait tous les efforts et tout, bon, il fait pas son meilleur match face au Paris FC, il marque quand même, donc chapeau. Mais des fois, ça doit être déprimant. Il fait tous les efforts pour le pressing et tout. Quand il a le ballon, il est esselé. Ça a essayé de ramener Rémi Cabella pour apporter de la qualité offensivement. Pas sûr. En fait, j'avais dit que c'était pas mal le recrutement de Rémi Cabella, mais je suis de moins en moins sûr. Je l'avais vu à Lille, c'était compliqué à la fin. Là, je pense que ça va être compliqué au début pour Rémi Cabella, qui est un joueur en vrai pas légendaire de la Ligue 1, mais assez emblématique. Mais ouais, il y a un manque de qualité net à Nantes, en vrai, autour de Mathis Sablin. Ils vont quand même réussir à réduire l'écart comme je l'ai dit, mais au final c'est la meilleure équipe qui gagne, et il s'impose grâce à une recrue, Kolo Echo, que je connaissais pas, qui a fait une très grosse rentrée. Je l'ai trouvé vraiment bon, le petit Kolo Echo, qui est rentré pour le Paris FC sur le côté. Je vérifie que c'est bien une recrue, que c'est pas, ouais c'est ça, que c'est pas un joueur formé, mais parce qu'il est très jeune, en 2004, représente Génération Miracle. Mais voilà, c'est lui qui va donner la victoire au Paris FC, et victoire complètement méritée, qui va quand même enterrer un petit peu Nantes avec seulement 14 points. Après 18 journées, t'es Nantes, t'as 14 points, c'est dur. Peu de motifs d'espoir. J'ai vu qu'Anthony Lopez avait appelé les supporters à maintenir leur soutien, parce qu'on a entendu des olés au bout de la 30e minute à la Beaujoire ce week-end, donc dur pour les joueurs. Mais en vrai, quand tu vois leur performance là, honnêtement, c'était dur face au Paris FC, qui est censé quand même être un concurrent direct, et en fait ça l'est pas. Tu te rends compte que c'est deux équipes qui n'ont pas les mêmes qualités et qui n'ont pas le même niveau de jeu. En vrai, j'ai vu les réactions des supporters nantais dépités, et je peux les comprendre. Le match là, il était assez horrible, en vrai horrible pour eux, donc peu de motifs d'espoir. Et le pire, c'est que autant côté Nice, c'est un peu une question d'envie. Bah, je sais pas ce qui est le mieux en vrai, vous me direz, mais côté Nice, tu as une question d'envie. Clairement, je pense que les joueurs ont clairement les qualités, et donc c'est une question de confiance évidemment, mais ils ont clairement les qualités pour être plus haut au classement. Je dis pas que c'est une équipe qui vise le podium, Nice, dans l'état actuel des choses, avec leurs joueurs, mais me faites pas croire que c'est une équipe qui est 15e avec leur effectif là. Autant Nantes, c'est pas de l'envie, c'est juste de l'impuissance, hein. Les pauvres, ils ont juste pas les qualités d'une équipe de Ligue 1, et ça se voit tous les week-ends. Donc c'est pour ça que je pense, selon moi, que ça va être chaud de se maintenir. Et l'équipe, si c'est eux qui sont en barrage, parce qu'on va commencer à faire des calculs, si c'est eux qui sont en barrage pour se maintenir, l'équipe de Ligue 2 aura toutes ses chances en vrai. Donc ce sera intéressant de voir ça. Voilà pour le débrief de ces 5 matchs-là. Juste pour faire un petit tour d'horizon des autres performances qu'on a eu ce week-end. Il y a eu match nul entre Rennes et Le Havre, qui n'était pas forcément attendu. Donc ça, c'était une assez bonne surprise avec le retour de Sofiane Bouffal. Mes excuses. Je tiens à présenter mes excuses les plus sincères. J'ai dit que Sofiane Bouffal avait signé avec Romain Fèvre à Auxerre. C'est au Havre qu'il a signé. Pardonnez-moi. Donc voilà, bon match nul du Havre à Rennes. Victoire de Lyon. Victoire de Lyon face à Brest. Brest réduit à 10, donc plus compliqué. Mais victoire de Lyon avec un Pavelchuk buteur. Donc ils continuent leur bonne dynamique. Également, on a eu la victoire de Lens, je l'ai dit, face à Auxerre, pour garder la première place. Et enfin, le dernier match, sinon j'aurais parlé de tout. Ouais, une grosse victoire de Marseille face à Angers. Bon, un peu plus attendu, mais Marseille qui décroche un peu Lille du coup, et qui assoit sa 3e place au classement, même s'ils sont un peu décrochés du duo Paris-Lens. Voilà, c'est eux qui s'imposent vraiment comme la 3e meilleure équipe du championnat de Ligue 1 pour le moment. Voilà pour ce petit tour d'horizon du week-end.
J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire tous vos retours en commentaire. En attendant, je vous souhaite de bien vous porter. Faites attention à vous. Bonne semaine aussi pour les travailleurs. Et comme d'habitude, on peut se retrouver sur Twitter, je vous le mets en description, ou sur YouTube pour la prochaine vidéo. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, salut!